Parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Vous écoutez le rendez-vous hebdomadaire que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec moi au micro aujourd'hui, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Nabou, au micro et à la technique Eric. Bonjour Eric. Alors bonjour Nabou, bonjour Déborah, bonjour Strasbourg, le monde et tout l'univers. Alors, et de quoi on va parler là aujourd'hui ? Alors nous allons parler de migration. À de nombreuses reprises, dans cette émission, nous avons parlé de migration, de cette difficile intégration du parcours du combattant que mènent tous les migrants et migrantes en France pour au moins bénéficier d'un statut et au mieux pour avoir une vie digne et pour être respectés. Nous avons parlé de celles et ceux qui traversent déserts, mers et océans aux mains de passeurs peu scrupuleux pour tenter de s'établir en Europe. Il y en a qui meurent en route et il y en a qui sont renvoyés manu militari chez eux et la situation politique la situation politique peut leur être favorable ou non. L'Europe se transforme pour celles et ceux qui entreprennent cette incroyable odyssée en un enfer de haine et de mépris. Que se passe-t-il pour celles et ceux qui arrivent à Strasbourg? Un certain nombre de personnes sont prises en charge, mais pas trop peu. En effet, on se rend vite compte que si la plupart des étudiants étrangers et des étudiantes étrangères sont mal accueillis à Strasbourg, alors qu'ils et elles ont un projet et des compétences à mettre en valeur, la situation est encore plus difficile pour celles et ceux qui arrivent par des voies plus difficiles. Leur situation est encore plus précaire. Et pour ces personnes, il y a heureusement des gens prêts à les accueillir et les accompagner. C'est ce qui se passe actuellement au centre Bernanos et nous avons invité aujourd'hui Thomas Wender pour nous en parler. Bonjour Monsieur Wender. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que c'est le centre Bernanos ? Alors, le centre Bernanos est une structure qui comprend un foyer d'étudiants avec 11 chambres, une structure qui accueille aussi l'aumônerie universitaire catholique de Strasbourg, donc les étudiants catholiques de Strasbourg qui viennent pour différentes activités liées à la religion catholique, à leur foi, et puis aussi il y a plusieurs salles de réunion pour qu'on loue pour des séminaires, des associations, etc., des instituts de langue. Et depuis 2 ans et demi, on a développé un accueil de mineurs non accompagnés, non pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors comment et pourquoi vous en êtes arrivé à accueillir des migrants, des mineurs non accompagnés ? En fait, ils sont arrivés tout seuls. Il y a un premier du Cameroun qui est arrivé il y a 2 ans et demi en hiver, qui cherche un endroit où dormir. On a commencé avec 1, et puis ensuite 2, 3, voilà. On a actuellement 28. Donc c'est, voilà, on peut dire un peu par hasard. Est-ce qu'ils vous disent d'où ils ou elles viennent et les raisons de leur départ ? Alors dans un premier temps, ces choses-là ne sont pas spontanées puisque c'est pas la raison pour laquelle ils viennent. Ils viennent parce qu'ils sont exténués, ils ont besoin de se laver, de dormir, de manger. Et donc dans un premier temps, il faut, à travers ces choses-là, ces besoins primaires, rétablir la dignité de ces personnes. Et ensuite vient les confidences, les raisons du départ, etc. Et du coup, ces raisons ? Alors, pour la plupart de ces jeunes, ils ne viennent pas de pays en guerre, dans le sens où des bombes tombent du matin au soir. C'est pas le Soudan, c'est pas l'Érythrée, c'est plutôt la Guinée-Conakry, le Ghana, le Cameroun, le Congo, le Mali, le Bangladesh, il y a un tout petit peu d'Afghanistan. Donc ils partent parce que la situation est désespérée chez eux, et suffisamment désespérée pour partir. C'est-à-dire ils le savent parfaitement avec les téléphones portables, avec l'Internet, qu'est-ce qui peut leur arriver sur le chemin, là, comme vous venez de le dire juste avant. C'est-à-dire de mourir en cours de route dans le désert, de mourir sur le rafio qui traverse la Méditerranée, d'être aux mains des passeurs, d'être violés, d'être détroussés, etc. Donc tout ça, ils savent, mais la situation est suffisamment désespérée pour partir. C'est-à-dire ils partent parce qu'il n'y a pas d'avenir. Et donc, plutôt que d'être un peu comme un mort-vivant chez soi, en étant adolescent, jeune adulte, on a cette force de partir et de tenter les choses ailleurs, avec cette folie en tête qui est propre à leur âge, de se dire on va essayer ailleurs, et puis si ça ne va pas, on mourra sur le chemin. Quelles sont les autres voies suivies avant qu'ils n'arrivent chez vous, et est-ce que vous êtes pour eux un peu la dernière chance ?
Alors, les voies qui suivent quand ils arrivent, en fait, la France a signé, comme une grande majorité de pays en Europe, si c'est pas tous, des conventions par rapport à l'accueil des mineurs. Et donc, ils s'adressent tous à l'aide sociale à l'enfance. Hein. Ça, c'est le premier endroit où, disons, où les questions administratives commencent. C'est là où la police les oriente, c'est là où des associations qui les récupèrent dans la rue, à la gare, etc., les orientent. Et donc, c'est après le refus de l'aide sociale à l'enfance qui s'adresse à nous. Et est-ce que vous savez comment l'aide sociale à l'enfance justifie ces refus ou... Alors, l'aide sociale à l'enfance, c'est pas des monstres, dans le sens où c'est des travailleurs sociaux qui sortent des mêmes écoles, des autres travailleurs sociaux qui travaillent dans d'autres structures à Strasbourg et ailleurs en Alsace, dans le Bas-Rhin. Seulement, ils accueillent énormément de mineurs non accompagnés. Hein. Je crois que si les chiffres que j'ai sont bons, ou ma mémoire, ils en accueillent actuellement dans le département 800. Donc c'est déjà beaucoup. C'est un des accueils les plus importants en France. Et simplement, ils sont dans des limites de capacité pour des questions financières. Et là, il y a des choix qui sont posés, des choix politiques, bien sûr, aussi, des orientations. Et puis, alors effectivement, pour certains des garçons, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il a vraiment 16 ans? Il n'aurait pas plutôt 18? Bon, c'est les mêmes questions qu'on peut se poser pour des adolescents français, où on peut se dire, mais est-ce qu'il a vraiment 16 ans? Mais en fait, oui, il a vraiment 16 ans. Mais le résultat après, c'est qu'il y a cette grande vulnérabilité de ces jeunes qui n'est pas prise en compte, et puis donc c'est la rue. Voilà. Donc ils ont le droit de rester en France jusqu'à leurs 18 ans, sans document autre que l'acte de naissance ou les cartes d'identité qu'ils peuvent avoir de leur pays, avec le bénéfice du doute qui est pour eux jusqu'à leurs 18 ans. Voilà. Mais ils ne sont pas pris en charge. Ils ont une aide juridictionnelle de l'État pour remettre en cause la décision du conseil départemental. Ça se passe devant le juge pour enfants ou bien en cour d'appel à Colmar. Voilà. Mais en dehors de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas de mise à l'abri, pas de scolarisation, il n'y a rien. Voilà. Oui, mais justement, la question se pose parce que si l'aide sociale à l'enfance n'a pas les moyens, la France est quand même signataire de plusieurs conventions internationales et puis même c'est interdit par la loi normalement on est censé protéger un mineur jusqu'à ses 18 ans, quelle que soit sa nationalité. Est-ce qu'on a des recours au niveau politique ou est-ce qu'on peut... Au niveau juridique, effectivement, il y a des recours qui sont mis en place et dont ils bénéficient avec une aide juridictionnelle, un avocat qui leur est donné. Mais après, c'est une évaluation qu'ont fait le conseil départemental. Et puis ensuite, à partir de cette évaluation, ils décident qu'il n'est pas mineur. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas le prendre en charge. Donc ça se base sur une évaluation faite par des travailleurs sociaux. Voilà. D'accord. Je crois qu'on va peut-être commencer par faire une petite pause musicale. Moi, je vais vous donner à entendre une chanson. C'est une chanson de migration. Voilà, qui parle aussi un peu de ça, qui est un peu vieille, d'accord, mais qui pour le coup est toujours parlante. C'est la chanson de Pierre Perret, Lily. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes encore sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères. Nous sommes sur RBS 91.9. Nous parlons aujourd'hui des migrations et pour en parler avec nous, Thomas Wender du Centre Bernanos. Généralement, quelles sont les premières choses que vous faites quand on sonne à votre porte? Les choses les plus importantes, c'est de permettre à ces personnes de se laver, qu'ils puissent prendre une douche, avoir des habits propres, pouvoir se coucher sur un matelas, avoir chaud, manger. Voilà, c'est les choses basiques de la dignité humaine. Hein. Il faut leur donner ça, voilà, pour qu'ils puissent se relever. Et à partir de ça, c'est une vraie résurrection. Comme ça, ils sont debout. Et là, on peut enfin commencer à faire un travail, voilà, s'occuper d'autres questions. Hein. C'est important cet aspect de redonner confiance un petit peu à la personne. Ah oui, parce que je veux dire, ils sont... Voilà, il y a une grosse souffrance qui s'exprime sur leur visage, hein, une extrême fatigue, d'avoir essuyé refus sur refus, d'avoir dormi dehors, tout dépend aussi de la période de l'année, si c'est en hiver, d'avoir pas mangé, et de subir en fait une double peine. Hein. Ils ont déjà fait leur voyage au risque de leur vie, puis ils arrivent après en pensant qu'ils vont être accueillis, et puis non.
donc, et de voir aussi souvent ils critiquent aussi un peu leurs compatriotes qu'ils voient dans la rue, etc., en disant que mais en Afrique, c'est pas possible, on s'occupe de nous, et puis ici, tout le monde est gagné par l'indifférence qui est monnaie courante en Europe. Et ça aussi, c'est très dur. Hein. Ils sont très choqués. Voilà, ils sont très choqués. De voir que finalement, il n'y ait pas un coup de main de la part des personnes des mêmes pays qu'eux, ce genre de choses. Oui, ou simplement que des personnes peuvent les laisser dans la rue sans manger, tout confondu, hein, toute race, culture confondue, de voir qu'on peut les laisser comme ça, à l'abandon, en fait. Ça, c'est le plus difficile aussi. D'accord. Comment vous organisez au quotidien pour subvenir aux besoins des personnes que vous accueillez? Alors autant les besoins, ce qu'on appelle les besoins primaires, et quels sont ces besoins? Autant les besoins primaires que les autres. Alors pour les besoins primaires, c'est-à-dire pour l'alimentation, l'hygiène, on fonctionne avec des dons. Des dons alimentaires, on achète aussi une partie des choses à la banque alimentaire. Ce sont des bénévoles qui leur préparent les repas. Il y a à peu près 200 bénévoles actuellement sur le centre Bernanos qui font la cuisine le soir essentiellement, puisqu'à midi, la plupart de ces jeunes, on a pu les scolariser dans des établissements publics ou privés et donc mangent à la cantine à ce moment-là. Et donc ça, tous ces besoins sont couverts par la solidarité, voilà, par la société civile, l'engagement citoyen. D'accord. Alors, quel est le quotidien d'une personne que vous accueillez? Le matin, c'est réveil. Pour ceux qui ont l'école un peu plus loin, en périphérie de Strasbourg, il faut qu'ils se lèvent vers 6h, 6h30, comme un autre écolier là, de Strasbourg, et ils se rendent prennent le bus, ils vont à l'école, et ensuite ils mangent à la cantine de l'école, ils rentrent en fin d'après-midi, et puis là il y a les devoirs avec des bénévoles, et le repas, et souvent encore un peu de devoirs, et puis il y a aussi les clubs de foot qui les ont intégrés dans leurs équipes, il y a des activités culturelles aussi quand ils ont un peu le temps, le samedi, le dimanche. Il y a des illustratrices là qui ont beaucoup travaillé avec eux, là, qui vont faire une exposition avec un vernissage samedi prochain au Troc Café. Et voilà, il y a aussi des sorties ciné, on leur offre des places pour aller au Racing, pour aller voir un match de la SIG. Voilà, mais c'est essentiellement basé sur la scolarisation, hein, le quotidien, et c'est le meilleur outil d'intégration et surtout comme document à montrer ensuite et pour la préfecture, hein, parce que là, si ils ont épuisé les recours liés à leur minorité, à la remise en cause de leur minorité, après il reste que la possibilité de la carte de séjour. Et pour avoir une carte de séjour, il faut prouver de son intégration, et donc la scolarisation, le parcours professionnel, enfin de stage, etc. est très très important. Est-ce que c'est que des personnes que des étrangers de langue française, ou est-ce qu'il y a aussi encore ces obstacles-là à franchir pour ça? Alors la grande majorité, ce sont des francophones. Après, il y a par exemple les jeunes du Ghana, les deux qu'on a sont anglophones, et les Bengalais sont aussi anglophones. Mais sinon, tous les autres, c'est des francophones, avec souvent une partie d'analphabètes, en fait. Et donc là, il faut faire un énorme travail en amont de la scolarisation pour rattraper le retard. Puis certains, vraiment, ont rattrapé un retard incroyable. Est-ce qu'ils passent par d'autres pays européens ou ils arrivent directement à Strasbourg? Comme ils arrivent par bateau, par barque, ils arrivent soit par l'Italie, soit par l'Espagne. Et ensuite, traversent ces pays-là pour arriver jusqu'en France. D'accord. Vous savez pourquoi ils font le choix de Strasbourg? Je crois que certains ne savent même pas. C'est tellement... Il y a un peu de tout. Parce que c'est aussi... On n'est pas loin de l'Allemagne, avec cette idée toujours que l'Allemagne accueille beaucoup. Et puis finalement, l'Allemagne, ça reste quand même un pays où on ne parle pas la même langue. Alors, c'est un peu des suppositions, que je n'ai pas vraiment fait d'enquête auprès d'eux pour ce sujet-là. Mais je sais par exemple je me souviens très bien, un jour dans la voiture avec un des garçons, on faisait des courses, et puis il voit les panneaux, ça faisait quelques mois qu'il était là, et puis il dit, mais c'est pas Paris ici? Je dis, non, c'est Strasbourg. Et il ne comprenait pas, il ne voyait pas, les repères ne sont pas les mêmes. Alors, c'est la France, et puis c'est un peu une salle d'attente aussi pour eux, comme ils ne savent pas de toute façon où ils vont aller. Je pense qu'ils s'arrêtent aussi parce qu'ils ont trouvé un refuge. Voilà,
Est-ce que vous êtes mis en relation avec des associations pour l'accompagnement de ces personnes? Si oui, lesquelles, et quel travail faites-vous en partenariat? Alors, on a beaucoup de soutien avec des administrations et des associations. Alors, pour la scolarisation, par exemple, je parlais il y a des écoles publiques, alors là, c'est avec le rectorat, qui a une cellule qui s'occupe d'eux. Il y a aussi les hôpitaux universitaires qui ont balisé tout un chemin pour les soins liés à tout ce qui est somatique et puis aussi psychologique et psychiatrique. Donc, ils ont tout un parcours qui est balisé. Ensuite, il y a la banque alimentaire, chez qui on peut acheter à des prix très, 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 très bas les denrées alimentaires. Il y a la Caritas qui nous aide beaucoup, surtout par des conseils et puis mise à disposition de stagiaires et d'UXP. Ensuite, il y a la maison des adolescents aussi qui est très proche, qui a vraiment des compétences qu'on n'a pas, qui nous aide vraiment à structurer notre activité. Et puis ensuite, il y a le Maillon, le TNS, qui propose aux jeunes même d'intégrer des pièces et de créer un peu comme des spectacles un peu sur mesure pour eux. Et sinon, bon, j'en oublie sûrement. Hein, là, en ce moment, c'est le Ramadan. Alors, il y a les Compagnons de l'Espoir, hein, une association qui leur offre un repas tous les vendredis soirs. Maintenant, pendant la période du Ramadan, donc ils viennent avec aussi leurs amis et puis qui offrent ce repas. À partir de demain soir, lundi, ils sont tous invités chez un restaurateur musulman. Donc c'est au quai des Saveurs, là sur le quai des Pêcheurs. Donc c'est pas loin de la mosquée, à côté de la Galia. Donc ils pourront y aller après la prière. Ils pourront manger là-bas tous les lundis soirs pendant le Ramadan. Donc il y a une très belle solidarité qui se crée, une présence aussi de la mairie, par les élus, par le maire qui soutient aussi de leur présence, c'est important. Et du coup, est-ce que la mairie de Strasbourg vous soutient aussi un peu financièrement, sur le plan financier ou... Alors à ce jour, non, mais il y a les questions se posent, bien sûr, et il n'y a aucune objection à ce qu'on puisse mettre quelque chose en place, mais ça demande bien sûr ça se fait pas comme ça, quoi. Je veux dire, ça se demande à être voté dans des budgets, dans des ils sont conscients des difficultés qu'on a. Ils sont très conscients des difficultés qu'on a. Et puis, je sais que je pourrais compter sur eux. Avez-vous déjà été inquiété par les administrations, la préfecture ou la justice en général? Non, parce que ces jeunes ne sont pas des illégaux sur le territoire. Ils sont tout à fait dans leurs droits. Ils ont, jusqu'à leurs 18 ans, ils ont le droit de rester en France. Parce que la date de naissance qui leur est refusée par l'aide sociale à l'enfance, elle est reconnue par l'État français, en fait. Et donc, ils ont le droit de rester en France, il n'y a aucun souci. Ils ont des droits, ils ont une AME, mais c'est à partir de 18 ans, voilà, si on n'a pas engagé une demande de carte de séjour, une demande d'asile, pour ceux qui peuvent peut-être procéder à une demande d'asile de par leur situation personnelle au pays, qui montre qu'ils sont dans une très grande vulnérabilité et qu'il ne faut pas qu'ils rentrent. Donc là, on lance ce type de demande, carte de séjour, asile, pour qu'ils puissent avoir une couverture au moment de leurs 18 ans. Donc non, il n'y a aucun problème au niveau des administrations, préfecture, police, justice, non. Au contraire. D'accord. Vous disiez que l'État reconnaît leur date de naissance, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'ils sont mineurs, mais pas l'ASE, comment... Alors, en fait, je pense que, bon, je ne suis pas juriste, mais je crois qu'on peut parler d'un vide juridique quand même par rapport à leur situation, quelque chose de très paradoxal. C'est ce qu'on appelle des ni-ni, un peu, non, des ni majeurs, ni mineurs, et qui est une situation bâtarde dont eux payent les pots cassés, quoi. Ça se passe différemment dans d'autres pays, ça ne veut pas dire que ça se passe mieux, mais en tout cas la situation est telle, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance refuse la prise en charge en disant qu'après évaluation ils estiment qu'il n'est pas mineur, mais il y a ce recours juridique qui est possible, et donc pendant le temps de ce recours juridique jusqu'à leurs 18 ans ils ont le droit de rester en France. Voilà, c'est la situation telle qu'elle existe. D'accord. Est-ce qu'ils ou elles ont encore des contacts avec leur famille, en fait Oui, ça peut arriver, mais en majorité, c'est quand même des jeunes marginalisés déjà chez eux, qui soit ont perdu un des parents, soit les deux, soit vivaient dans une famille recomposée, etc. Donc, ils ne comptent pas vraiment sur leur famille là-bas, et puis parfois, n'en parlent pas du tout. Ouais. Et puis, il y a un tel choc aussi
dû au voyage, au périple qu'ils ont eu dangereux, qu'ils n'en parlent pas non plus. Ils ne veulent pas leur raconter ça. D'accord. On a un petit peu parlé des solutions que vous apportez au quotidien, mais quelles seraient les aides et le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui ? Actuellement, je veux dire, pour faire tourner la boutique, on aurait besoin d'argent, disons, parce qu'on est toujours quand même à flux tendu, parce qu'on ne reçoit aucune subvention. Donc c'est vrai que si on peut élargir le nombre de donateurs, donc ça nous aiderait beaucoup. Donc par des chèques, pour nous permettre d'aider spécifiquement, pour la nourriture, pour la scolarité, etc. Et oui, on a aussi besoin, par exemple, de patrons de petites entreprises. Je pense à des boulangeries, je pense à des plombiers, je pense à des garagistes qui peuvent s'engager pour les prendre aussi pour des stages. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des apprentissages, parce que l'apprentissage est rémunéré, et puis ils n'ont pas le droit d'être rémunérés parce qu'ils ne sont pas reconnus mineurs. La situation administrative ne permet pas. Et donc ils peuvent faire des CAP, des BEP, des bacs pro, mais pas dans le cadre d'un apprentissage. Et pour ça, on a besoin de maîtres de stage, alors qu'on trouve quand même. Mais à côté de ça, pendant les vacances, etc., plus ils font de stages, etc., mieux c'est. Et ainsi, ils peuvent aussi avoir un dossier pour la carte de séjour plus étoffé. Donc là, il y a aussi un besoin à ce niveau-là. Ouais. Après, on a commencé aussi à développer un réseau d'hébergement citoyen chez l'habitant. Et il y a actuellement 7 jeunes qui sont hébergés par des particuliers sur Strasbourg. Donc, les choses sont encadrées avec un psychologue qui peut rendre visite à la famille, essayer de faire un peu l'intermédiaire entre le jeune et la famille pour voir si les choses se passent bien. Et puis une charte aussi qui définit un peu la vie commune, les relations, et avec toujours la possibilité de revenir au centre Bernanos si ça ne se passe pas bien. Donc là aussi, on cherche des familles ou des particuliers. À l'heure actuelle, vous accueillez combien de jeunes à peu près ? 28 jeunes. Ouais. 28 jeunes. Et comment ça s'est passé, cette transition entre le premier qui a sonné à votre porte et le fait que vous soyez organisé Ça s'est fait petit à petit. Depuis un certain nombre de mois, on sort un peu d'une caverne, si je peux dire ainsi, parce que les choses se structurent. Au début, c'était très chaotique, c'était difficile, parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça. On répondait à l'urgence. Est-ce que vous connaissez d'autres lieux où on accueille des migrants et des migrantes qui ont besoin de ces mêmes soutiens ? Alors au niveau des mineurs non accompagnés, non. Je crois qu'à Strasbourg, c'est la seule structure pour ceux qui ne sont pas reconnus par l'aide sociale à l'enfance. Il y a des lieux où on va leur donner un repas, on va prendre un thé avec eux, etc., leur apprendre le français, mais une mise à l'abri, et aussi avec tout ce qu'on a développé à côté, la scolarisation, les questions de soins, etc. Non, il n'y en a pas. Je parle bien des mineurs. Oui. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des structures qui accueillent des mineurs isolés, mais reconnus mineurs. Voilà. Oui, ça, bien sûr, une fois que la personne est reconnue mineure, il y a une mise à l'abri, où les jeunes sont confiés à des foyers qui travaillent alors avec le conseil départemental. Oui. D'accord. Je vous fais la proposition d'une nouvelle petite pause musicale. Alors, je vous propose d'écouter Tikenja Fakoli et Zebda qui avaient fait une chanson ensemble qui s'appelle « Où veux-tu que j'aille ?» De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous écoutez encore et toujours de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous aujourd'hui, Thomas Wender. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés du centre Bernanos à l'heure actuelle et de vos besoins ? Alors, les difficultés actuelles qu'on rencontre, c'est le financement de la mise aux normes qu'on doit effectuer pour l'établissement, qui est un établissement qui est aux normes pour accueillir du public, mais pas pour accueillir du public qui dort. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle un établissement recevant du public d'une autre catégorie. Et donc, on doit procéder à la modification de pas mal de choses, centrale d'incendie, etc. Et donc là, on est à peu près à la recherche de 50 000 € pour pouvoir financer ces travaux. Donc ça, c'est actuellement un souci important. Et puis aussi, on recherche une plus petite somme aussi pour la scolarisation. Il y a des repas aux cantines qui n'ont pas pu être pris en charge par des fonds sociaux. Et donc, on doit trouver
trouver à peu près 9 000 € aussi pour payer la cantine. D'accord. Alors, s'il y a aujourd'hui des gens qui veulent vous aider, en fait, parmi nos auditrices et auditeurs, comment pourraient-ils faire? Ils peuvent nous adresser un don qui est défiscalisable, donc on peut et donc de contacter pour ça le centre Bernanos et puis ou de m'appeler. C'est le plus simple pour la procédure, 06 42 53 89 45 06 42 53 89 45 et j'expliquerai la procédure pour effectuer un don qui soit défiscalisable. Ouais. D'accord. Et s'il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément en mesure de faire un don, mais qui voudraient participer aux travaux Alors pour les travaux, non, là il faut des professionnels, mais sauf s'il y a des entreprises qui veulent offrir leur service, ça, bien sûr. Mais je crois qu'on cherche toujours des bénévoles pour étoffer les équipes de cuisine. Alors on n'est jamais seul, on est à 2-3 pour faire un repas simple. C'est des repas, c'est pas très élaboré. Du riz, des pâtes, de la sauce, une salade, un petit yaourt. Donc les repas se passent donc le soir et on prépare la cuisine vers 17h30 jusqu'à 18h30 pour un repas servi à 19h. On cherche toujours des personnes pour le soutien scolaire, pour l'alphabétisation, pour les cours de français. Donc il y a toujours besoin de bénévoles. Pour des loisirs aussi, pour leur proposer d'aller au ciné, pour faire une sortie, aller marcher. Et pour tout ça, vous contactez au numéro que vous avez donné. Le même numéro, oui. Donc, 06 42 53 89 45. Par mail peut-être? Et mail, il faut écrire à Centre Bernanos, donc tout ça attaché, Centre Bernanos 67 000 gmail.com. Centre Bernanos, BERNANOS 67 000 @gmail.com. Et par exemple, s'il y a des associations qui veulent venir organiser, par exemple, des activités culturelles pour faire découvrir leur culture ou aider à alphabétiser les jeunes sur place, ce sera en fait le même procédé. Oui. Pour l'instant, je coordonne encore l'équipe des bénévoles et puis donc bien sûr, ils sont les bienvenus. D'accord. Alors, ce qui est toujours très important, c'est avant de commencer quoi que ce soit comme activité, c'est de pouvoir les rencontrer, de pouvoir manger avec eux pour qu'une relation de confiance se fasse. Sinon, ils comprennent pas trop parce qu'ils sont extrêmement préoccupés par leur situation administrative, par leur futur, par leur scolarisation, et donc ils voient pas toujours l'intérêt de faire des choses qui soient en dehors de ça, alors que pour leur intégration, c'est très important, et surtout pour leur détente, pour qu'ils se sentent plus détendus, et pour la culture simplement, pour le loisir. Et là, ça se passe à travers un repas pris avec eux. Voilà, tout le monde est bienvenu. Voilà, pour tisser cette relation de confiance sans laquelle ils ont l'impression qu'on appuie un peu sur un bouton pour que les réfugiés sortent d'un placard et qu'on fasse quelque chose avec eux. Et les gens qui veulent aider parfois ne comprennent pas qu'il peut y avoir des résistances. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que c'est des jeunes qui font le ramadan. Et du coup, c'est compliqué à poser comme question parce qu'on parle souvent en fait de problèmes de guerre, de religion, de problèmes entre les religions et compagnie. Mais là, pour le coup, apparemment, ça pose aucun problème et il y a moyen de s'organiser quand même. Ah oui, non, c'est vrai que je suis prêtre catholique, mais pour moi, ça me pose aucun problème qui vivent le ramadan. Je veux dire, ça fait partie de leur vie, c'est leur foi, et souvent c'est la seule chose qui leur reste aussi du pays, et donc ils y tiennent et ils sont rigoureux avec ça, et je trouve que c'est très beau qu'ils puissent ainsi vivre cet engagement qui étonne souvent des jeunes de leur âge en France, je le vois bien, leurs copains de classe, etc. Et c'est un défi de vivre ça avec les problèmes qu'ils ont, avec l'alimentation qui est pas top, c'est-à-dire qu'on peut pas assurer un repas de rupture de jeûne aussi étoffé qu'il puisse être dans des familles, etc. Mais c'est un beau moment où on voit qu'ils ont une volonté qui peuvent d'ailleurs, ils en font souvent preuve ailleurs, à l'école. Mais là, dans le ramadan, oui, ils y tiennent beaucoup. Oui, et c'est beau de voir ça. Oui.
Il y a une chose que je sais sur le Ramadan, c'est que normalement, au moins le temps de la rupture de jeûne et tout ça, c'est des temps où on travaille beaucoup sur le vivre ensemble, sur l'espoir, sur l'avenir, sur ces questions-là. Est-ce que c'est encore des jeunes qui ont encore cette envie de se tourner vers les autres, qui ont encore espoir, qui ont encore un peu de l'espoir dans de l'avenir, ou est-ce que ils sont tellement dans la merde que leur avenir est obscur? Non, c'est vrai qu'ils voient pas tellement le bout, hein, bien sûr, de l'avenir, là, enfin de ce qui va leur arriver. Donc effectivement, c'est relativement sombre, assez incertain, mais c'est un moment effectivement convivial et solidaire, le Ramadan, parce que ils reçoivent aussi dans les mosquées une très belle hospitalité. Et je crois que pour eux, c'est surtout renouer avec quelque chose qu'ils connaissent, et d'un point de vue affectif, ça leur donne un réconfort. Je crois que c'est avant tout ça. Voilà, ils ont de l'espace pour vivre quelque chose qu'ils ramènent de chez eux. Voilà, et que peut-être la seule chose qui leur reste. Ouais. On peut peut-être faire un appel à aux associations musulmanes qui nous écoutent, peut-être pour la fête de l'Aïd à la fin. Ouais. Oui, bienvenue. Oui. Et puis même pendant le Ramadan, pendant le mois, s'il y en a qui veulent offrir un repas, venir à la maison, déposer des dates, voilà, il y a les compagnons de l'espoir, donc ils le font une fois par mois le vendredi. Oui, une fois par semaine, le vendredi, et puis ce restaurant, donc le quai des Saveurs, sur le quai des Pêcheurs, le lundi soir. Bienvenue. D'accord. Eh bien, merci Monsieur Wender, merci d'être venu dans notre studio. On va refaire une petite pause musicale. On va faire un peu le tour du monde au niveau de la musique. Cette fois-ci, on va vous passer un peu de David Bowie, The Man Who Sold the World. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes encore et toujours sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères. Nous sommes sur RBS 91.9 et nous avons fini de parler de migration aujourd'hui, et nous allons laisser la parole à Déborah qui a un message à vous passer aussi. Alors oui, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de patrimoine et surtout vous parler d'une pétition qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui a réussi pour l'instant à réunir à peu près 700 signatures. En fait, c'est une pétition pour sauver un établissement scolaire. C'est Sauver le Saint-Augustin à Bitche. En fait, c'est un établissement scolaire privé catholique qui a été fermé en 2012. Donc en 2012, les 250 derniers élèves partent en vacances, l'établissement ferme. En 2013, la propriété est rachetée à l'évêché, donc après une estimation de travaux de plus de 6 millions d'euros que l'évêché ne pouvait pas prendre en charge. Les investisseurs donc rachètent en 2014 l'établissement. À ce moment-là, donc toutes les collections, toutes les choses qui sont stockées dans le collège, en fait, sont mises de côté par la communauté des communes, et la société Tétis commence des travaux en 2015 qui ne termineront jamais et qui laissent une dette derrière eux dans les entreprises de Bitche de plus de 350 000 euros. Donc aujourd'hui, la société, elle a été liquidée et l'établissement va être remis en vente, et 4 personnes de Bitche ont pris à cœur en fait de faire cette pétition pour pouvoir éventuellement donc racheter, ou en tout cas faire bouger les choses à ce niveau-là et faire en sorte que l'établissement reste dans la ville. Et ce qu'ils cherchent à faire en fait, c'est nettoyer les lieux, enfin vraiment essayer de redonner un petit peu de vie, parce que là à l'heure actuelle la toiture s'effondre, donc ça devient un petit peu urgent de faire des travaux. Le 19 mai il y aura une réunion des anciens élèves sur place, donc pour pouvoir un petit peu échanger, voir ce qui peut être fait à ce niveau-là. Et donc voilà, je voulais leur donner un petit coup de pouce, leur donner un petit peu d'énergie dans cette démarche, parce que je trouve que c'est plutôt bien de sauver notre patrimoine
ce genre de lieu en fait. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques autour de ce lieu? Alors pour l'instant c'est vraiment ça a commencé il y a à peu près 2 semaines en fait le projet, donc pour l'instant c'est vraiment au stade de réflexion, donc il y a plein de choses qui pourraient être mis en place, donc même s'il y avait des effectifs d'élèves qui étaient en baisse, ça reste un établissement de 30 000 mètres carrés, donc très grand, avec des superficies de forêt extérieure, enfin il y a 14 arts de terrain à l'extérieur, donc il y a quand même vraiment beaucoup de terrain à exploiter, et pourquoi pas donc agrandir, enfin ça parlait d'université, ça parlait de plein de choses, mais la ville est un petit peu en déclin en termes financiers. On pourrait éventuellement... Enfin, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses, et je pense que le rendez-vous du 19 mai, donc tous les anciens, je sais que sur Strasbourg, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été amenés aussi à faire leurs études. C'est pas loin, la Lorraine, hein, même si... voilà, il y a cette petite... Oui, d'autant que Bitche, c'est pile poil dans l'enclave qui est... Ça reste, enfin, c'est juste après l'Alsace-Bossu, c'est vraiment, on est vraiment dans la région, on est à 80, une toute petite heure de route, et je sais qu'il y a beaucoup de gens de Strasbourg, en tout cas qui sont à Strasbourg maintenant, et qui ont été amenés à fréquenter cet établissement, donc ce serait bien qu'on leur donne un petit coup de pouce et de signer juste la pétition. C'est juste pour avoir un peu de visibilité et de voir, au moins d'avoir juste un petit peu de poids dans la balance et de pouvoir discuter au moment où ça va être acheté, voir comment on peut les aider. La pétition peut être signée où? Donc c'est sur Facebook à l'heure actuelle, sauver le collège Saint-Augustin, voilà, ou sauver le Saint-Augustin à Bitche. Mais pour l'instant, oui, on peut au moins juste leur donner un coup de pouce et signer la pétition pour leur donner un petit peu de poids dans la balance. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Tiens, j'ai 5 petites minutes pour un petit coup de gueule. Dis-nous. Voilà. Ouais, c'est... il y a 2 semaines, de la fenêtre de mon tram, je suis tombé sur une pub pour un magasin bio où ils vendaient du charbon de l'Himalaya. Et là, ça m'a carrément fait... j'ai eu une bonne dizaine de secondes où mon cerveau s'est arrêté net sur la question, mais du charbon de l'Himalaya? Pourquoi faire venir du charbon de l'Himalaya? Déjà, on fait venir du charbon, tout bêtement, alors que du charbon on en produit toutes les semaines dans le massif vosgien. Et entre le charbon de l'Himalaya et le charbon des Vosges, je suis pas sûr qu'il y ait une différence chimique qui soit si importante qu'on justifie qu'on le transporte par bateau, camion ou je ne sais quel moyen, enfin qu'on dépense autant de diesel pour ramener du charbon. Bon, le charbon, ça a quelques vertus, effectivement. Le charbon en poudre, c'est vachement bon pour la peau, apparemment. Si on veut faire du gommage, se frotter au charbon, c'est parfait. Pour les dents, c'est pareil, ça purifie les dents. Après, c'est tout le côté abrasif du charbon. Ça résout un certain nombre de problèmes intestinaux quand on a des gaz. Mais tous les charbons sont équivalents pour ça. Pas la peine d'aller jusqu'au fin fond de l'Himalaya pour faire venir du charbon, quoi. C'est un peu le coup de gueule que oui. Ça fait quand même vachement plus classe, quoi. Charbon bio de l'Himalaya. Ah bah oui. Ouais, la classe, on la paye, hein. Je suis désolé, on parle de réchauffement climatique, le charbon, on peut le faire venir d'à côté, hein. Clairement. Au pire, on va prendre le charbon qu'on prend pour faire du barbecue, on peut faire à peu près la même chose avec, hein, donc. Les vertus vont pas être beaucoup plus, va pas être tellement différent, quoi. Ouais. Voilà. Puis je pense que entre le temps de trajet, je pense que les vertus, elles se sont un petit peu envolées aussi. Oui, non, mais après le charbon, ça bouge pas beaucoup en général. Mais la différence se fait souvent sur les éléments, sur les oligo-éléments, les trucs de base. Mais ça, c'est réduit à l'état de cendre. On peut justement profiter encore mieux et transporter plus facilement des cendres que du charbon, quoi. Enfin bref. Mais de toute façon, ça rentre dans ce monde-là où on saute complètement sur la tête. Parce que quand on va acheter des yaourts, c'est du lait qui aura fait au moins 5000 km en Europe. Parce que le lait acheté en Italie est moins cher. Ça revient moins cher de le transformer, de le réchauffer en Hollande. Et puis après, il faut le renvoyer en Suisse pour faire des yaourts. Et puis après, on le revend sur le marché en France, quoi. Donc, mais d'origine européenne. Il aura voyagé plus que moi. Il sera allé plus loin que moi pour les vacances. Non, voilà. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse aussi tous un vrai effort là-dessus. Je pense que on est concerné par ça, on y pense, mais je pense que dans nos habitudes au quotidien, on n'y est pas encore en fait. Ouais. On a encore beaucoup de mauvais réflexes. On se dirige vers des produits par rapport à des prix, par rapport à des choses, et je pense qu'on fait pas assez l'effort et on devrait tous le faire un petit peu
je sais pas, sur un produit, chacun se donne un petit objectif, on se dit 1 ou 2 produits, on essaye de faire l'effort de regarder au moins la provenance et d'essayer d'y réfléchir avant de... Sur 1 ou 2 produits, et puis même en se mettant un peu plus au travail. Moi, je sais que de mon côté, pour les yaourts, je me suis acheté une yaourtière. J'achète du lait local. Et après, il suffit d'un ou 2 bons yaourts pour ensemencer le tout, et puis après, on se fait régulièrement des yaourts, et ça passe tout seul, quoi. Permet d'écluser les stocks de confiture aussi. Ouais, mais moi, je suis feignante. Non, mais les yaourtières, pour ça, c'est génial, en fait. Voilà, c'est pour les T'en as pour 5 minutes, tu fais ton mélange, tu mets tout dans le truc, tu branches le machin la nuit, et puis le lendemain matin, tu te réveilles, tu commences déjà à avoir des yaourts. Ah, c'est cool. T'as pas grand chose à faire, hein, t'as juste, Si t'en bois. Je vais y penser. Voilà. Sinon, encore une ou 2 petites informations avant de... Peut-être les dates des séances de travail pour les assises. Donc, le CRE a lancé ses ateliers de travail pour les assises sur la place de l'étranger dans la cité. Et comme dit et répété donc à la radio, on a 4 ateliers. Donc, le premier, interculturalité et citoyenneté, dont la prochaine séance est prévue le 25 mai de 9h30 à midi au centre administratif à la salle 1122. Et la toute dernière, le 15 juin, donc aux mêmes heures et à la même salle. Il y a eu des petits changements. Là, il y aura une séance le 15 juin. Et le 30 juin, on va aussi tenir un stand au marché de la Marne pour vraiment parler aux gens d'interculturalité et faire parler les gens Ça marche. d'interculturalité. Et l'atelier 2, donc sur la redéfinition et l'évolution du CRE, donc fera sa dernière séance de travail le 6 juin de 18h à 21h à la salle 144, donc toujours au centre administratif. Et le troisième atelier, donc sur le tiers-lieu et la maison des citoyens et citoyennes. Qui sera normalement à la maison des syndicats. C'est ça, à la salle C, donc le 6 juin de 18 à 21h. Et le quatrième, donc sur le rôle de la femme étrangère dans la cité, le 7 juin de 18h à 20h, donc au centre administratif à la salle 144. Et le 28 juin, la toute dernière atelier, la toute dernière séance de 18h à 20h à la même salle en fait, donc 144 centre administratif. Donc vous y êtes toutes et tous invités. Donc c'est vraiment des moments de réflexion pour faire évoluer et pérenniser l'instance en fait qu'est le CRE, donc qui est une belle instance de diversité et de participation citoyenne. Oui. Et nous avions aussi parlé à propos de diversité du Babelstube. On avait fait une émission là-dessus. Alors le Babelstube a été inauguré en grande pompe jeudi dernier. Du coup, je vous conseille largement d'aller y faire un tour. Ça vous permettra et de découvrir le musée alsacien et l'exposition Babelstube, une première en France. On peut y parler d'interculturalité et dans le cadre du Babelstube justement pendant la nuit des musées, c'est-à-dire du 18 au 19 mai, à partir de 20h, il y aura une lecture de contes qui sera faite dans la Stube du musée alsacien. Alors venez-y nombreux, c'est pour les enfants, pour les adultes, hein. Enfin, pour les petits enfants ou les grands enfants ou les moyens enfants ou même les vieux enfants. Si vous aimez bien qu'on vous lise des contes, qu'on vous raconte des histoires, vous aurez des contes de partout autour du monde. Voilà. Voilà, notre émission touche à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. En attendant, n'oubliez pas de liker notre page Facebook et tout de suite nos amis d'affaires.